Buenas noches, gracias por estar tan numerosos. Bonsoir, merci d'être aussi nombreux. Cette séquence va être une espèce d'épisode de décrire la ville dans le cadre de la Nuit des idées, et ça va être peut-être en réalité peut-être le dernier épisode du cycle d'écrire la ville, un cycle que nous avons soutenu avec la revue d'architecture Arquiné. C'est un projet né en 2014 qui s'agissait toujours d'inviter un écrivain et un spécialiste du thème de la ville. Cela pouvait être un architecte ou un urbaniste, toujours un Mexicain et un Français, ou une Mexicaine et une Française qui ne se connaissaient pas, réunis pendant 5 jours dans une ville mexicaine, parce que nous l'avons fait aussi à Tijuana ou à Guadalajara, et ils ont travaillé conjointement sur un espace ou sur un thème urbain de leur élection. Et donc à la fin, par exemple ce soir, ils présentent le résultat des déambulations qu'ils ont eues dans la ville. Donc cette résidence est la dernière que nous faisons et c'est la fin du cycle. On verra si à l'avenir on commence une deuxième saison. Entre-temps, je vous informe aussi qu'on va publier un livre avec Arquiné qui va se présenter dans le cadre du Festival Métropoli et qui va réunir la plupart des textes qui ont été réalisés dans le cadre d'écrire la ville. Ce soir, on reçoit exceptionnellement 2 personnes qui en même temps écrivent et travaillent dans le thème urbain. Il s'agit de 2 historiens qui ont en commun le fait d'avoir travaillé sur le thème de l'urbanisme, surtout dans celui des années 50 et 60, mais chacun dans son pays. La Mexicaine Valeria Sanchez est docteur du Colegio de México et travaille au CIDE. Ses principales lignes de recherche sont l'histoire de l'éducation et l'histoire de l'UNAM. Il s'intéresse surtout aux processus politiques et architecturaux derrière la construction de la cité universitaire. Notre invité français, Loïc Val-Delorge, est professeur d'histoire contemporaine de l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, donc dans l'Est de Paris. Il s'est spécialisé dans l'histoire urbaine et il a travaillé pendant 15 ans sur l'histoire de la politique des villes nouvelles en France. Son livre « Retour vers les villes nouvelles » a été publié en 2014 et parcourt l'imaginaire des années 50 jusqu'aux années 70 en expliquant d'où sont venues les politiques urbaines les plus importantes de la France du XXe siècle. Il travaille actuellement sur les relations entre les villes et les universités à partir du cas des universités créées autour de Paris au XXe siècle. Pendant cette semaine, bien évidemment, Loïc et Valéria ont parcouru la cité universitaire de l'UNAM. Donc, je leur cède la parole. Merci Luc. Eh bien, avant tout, Loïc et moi, nous voulons remercier la revue Arquiné, l'ambassade de France, pour nous avoir invités faire cette rencontre d'écrire ensemble, d'écrire la ville ensemble. Nous sommes heureux que ceci s'inscrive dans dans la Nuit des idées parce qu'on a pensé à l'imagination, à l'urbanisme. Le lieu qu'occupent les universités dans la ville nous semble tout à fait en rapport avec cette idée. Ceux qui occupent les universités, soit à l'intérieur ou dans la périphérie de la ville, ils font ça depuis un imaginaire, depuis l'imaginaire de l'universitaire et de l'université qu'on veut. Loïc et moi, on a décidé d'intituler notre présentation l'imaginaire universitaire du pouvoir mexicain, parce que nous avons pensé que c'est cela qui pouvait résumer notre parcours. Depuis dimanche, on a beaucoup marché, Loïc et moi, mais cela a été non seulement une conversation entre 2 historiens qui parlent de théorie, mais aussi une observation, l'observation de paysages que parfois on lit, on étudie depuis son bureau. Mais le fait d'aller subitement dans cet espace pour essayer de vivre non seulement l'architecture, mais aussi la manière dont les personnes s'emparent de ces espaces,
le fait de comprendre l'utilisation de ces espaces était importante. Donc on a commencé à la cité universitaire le dimanche parce que moi j'ai dit à Loïc qu'on devait voir la cité universitaire un jour où il n'y aurait pas d'étudiants parce que la cité universitaire a aussi d'autres usages. Et pour moi c'était important de lui montrer ça. Donc dimanche on est allé à la cité universitaire et on est aussi allé à Cuicuilco. Vous allez voir dans notre exposition pourquoi on l'a fait. Et lundi on est allé au centre historique. Nous voulions aussi parcourir les bâtiments de l'Université nationale, qui font toujours partie de l'Université nationale, mais qui ont fait partie de ces premiers immeubles universitaires et qui maintenant ont un autre usage, une autre utilisation. Nous avons aussi parcouru les Beaux-Arts et le Musée national des arts pour voir l'art des années 50 et 60. Mardi, nous sommes allés au Casco de Santo Tomás parce que pour moi c'était important de voir cet autre projet d'université qui a été le Polytechnique à un autre moment mais qui a été le déclencheur d'une autre idée du Mexique moderne. Il y avait là une autre imagination que l'on voulait explorer, dans laquelle on voulait se promener. Et donc mardi nous sommes allés à Tlatelolco parce que finalement l'imagination prend le pouvoir. C'était un slogan du 68 qui est non seulement international, mais qui a aussi une dimension importante au Mexique. Actuellement, on va commémorer le cinquantenaire du 68 et donc il y avait là une partie d'histoire qui était important de découvrir. Et finalement, nous avons aussi découvert l'Université nationale à l'intérieur, dans les salles de classe, dans les couloirs, parmi les étudiants. Et c'est là, et là, on a commencé à parler, on a commencé à se demander ce que signifiait la cité universitaire. Les proponemos de hecho que empecemos este viaje hacia el México. À partir de l'analyse de deux bâtiments qui datent à peu près de la même époque, c'est-à-dire des années 1950. Le premier bâtiment, c'est la Casa de Mexico à Paris. Cette maison du Mexique est installée dans la Cité universitaire internationale de Paris en 1952. Elle est due à deux architectes mexicains moins connus que Mario Pani. Et on voit en fait que cette architecture, elle s'inspire assez fortement de l'architecture de Le Corbusier et que le décor intérieur est d'ailleurs dessiné par une proche de Le Corbusier, Charlotte Perriand. La façade principale de ce bâtiment de Casa de Mexico à Paris reprend une fresque du site Maya de Bonampak et c'est un petit peu le côté mexicain de ce bâtiment très moderne. Le deuxième bâtiment par lequel on veut commencer à questionner l'imaginaire universitaire mexicain, c'est bien entendu la Bibliothèque nationale de la Ciudad Universitaria, qui est réalisée par Juan O'Gorman entre 1950 et 1956. C'est une œuvre maîtresse, très importante pour l'histoire de l'architecture mondiale, de la cité universitaire de Mexico, et elle attire tous les regards pour quelqu'un qui n'est jamais venu à Mexico comme moi, depuis le campus central de l'université. Elle évoque pour l'étranger qui la découvre pour la première fois un espèce de grand tableau naïf et très coloré. Le mur principal mélange des références à l'histoire du Mexique et des références à la science européenne. Vous voyez sur cette façade principale, vous distinguez peut-être les deux noms de Ptolémée et de Copernic qui sont inscrits distinctement et qui semblent être au-dessus de l'histoire mexicaine incarnée par la pyramide précolombienne et par l'église qui renvoie à la colonisation. Et je crois, Valeria, que toi, tu as une autre lecture de ce bâtiment important. Lectura, para mí es muy importante como ciudad universitaria, siendo un proyecto moderno, también tiene un anclaje histórico importante. Hay utilización, hay una visibilidad del pasado de México, ¿no? Es una presencia que carga de significado y que dota de significado todo el proyecto arquitectónico. No solo eso, sino además que buscó Juan O'Gorman y el arquitecto Carlos Lasso pidieron que para que la nación estuviera completamente representada y además se pudiera conservar mejor el lugar, todos los estados juntaran piedras de colores de los ríos, de las montañas y los enviaran a la ciudad
iban separando por colores y se iban trabajando para que se pudieran colocar a lo largo de la fachada, ¿no? Se colocaban con colores y Juan O'Gorman lo que ha hecho es cuando diseñó el mural, lo hizo en forma cuadricular para ir poniendo casi como si fueran armando un rompecabezas los colores. Y esto era muy importante porque no era nada más crear un mural. Bon, mais c'était très important. C'était pas seulement de créer un mural, une peinture murale, il fallait que la nation se sente représentée en elle. Et donc il fallait le faire en pierre pour que tout le monde se sente reflété. Il faut dire que Cuicuilco, qui est un site qui se trouve très proche, a été découvert en 1922. Mais c'est Carlos Lazos qui a payé l'architecte Ricardo de Robina pour qu'il fasse une recherche et pour voir quel était le passé de Cuicuilco, de quand dataient ses vestiges et à quelle culture cela appartenait. L'idée était de prouver que là où une culture ancienne avait fleuri, une culture moderne allait fleurir aussi. Et donc justement, nous sommes allés à Cuicuilco pour avoir cette relation, pour voir de quelle manière ce passé permettait à l'architecte de resignifier le présent. La peinture murale de la bibliothèque centrale n'aspire pas uniquement à prouver ce passé glorieux, mais aussi à imaginer le futur. Il y avait tout cet imaginaire par rapport à la manière dont ils pensaient qu'allait fonctionner l'université et à contribuer au futur du pays. Donc il y avait une relation entre la façade ouest et est, entre le blason national qui se trouve qui sur l'autre façade correspond à un atome. Et c'est l'énergie nucléaire qui est conçue comme le futur prometteur du Mexique, pas une énergie nucléaire. Bon, la Deuxième Guerre mondiale venait de se terminer, mais l'idée c'était une énergie nucléaire pour la paix et qui allait permettre non seulement d'avoir un développement industriel et économique important, mais aussi un développement de l'agriculture et un développement culturel. Et là, le Mexique allait se mettre à l'avant-garde. Et à ce moment-là, il faut le dire, on achète un accélérateur de particules qui allait être le premier de l'Amérique latine. Mais cet imaginaire de l'atome qu'on retrouve ici, au moment d'aller vers le centre-ville, on peut le retrouver à la même époque à peu près, et toujours par rapport à la modernité. Donc nous avons découvert comment dans les années 50 et 60, le nucléaire est lié à la modernité du pays. Voici un tableau de 1934 de Diego Rivera qui mentionne ce thème. Et on le voit aussi dans la résurrection de Cuauhtémoc. Si vous pouvez voir le détail ici, dans la patte du cheval, il y a un atome. Et donc, voici toutes les relations que l'on peut voir pour comprendre comment la modernité pourrait parvenir au pays à partir du développement de l'atome. Et on l'a vu aussi mardi dans l'Institut Polytechnique National. Il s'agit d'une peinture murale qui a été faite en 1987, mais qui, lorsqu'elle parle de l'Institut Polytechnique National et de l'université, reprend de nouveau l'atome comme quelque chose d'important. Bueno, este lugar del átomo muy musée important. de Mexico, elle est assez surprenante pour un Européen, pour un Français, parce qu'à la même époque, en fait, les bâtiments scientifiques qu'on construit, comme la Faculté des sciences de Paris, dont vous avez ici un exemple, en fait, avec ce patio, elles sont évidemment aussi décorées, mais elles ne sont pas décorées avec des fresques figuratives, mais plutôt elles sont décorées par des artistes abstraits, ici comme Vasarely. Alors pourquoi ? Sans doute parce qu'en Europe, dans les années 1950, à l'époque où se construit la Ciudad Universitaria, on a une vraie peur de l'atome. L'atome, c'est la bombe nucléaire, c'est cette bombe dont tous les pays européens se dotent dans les années 50, l'Angleterre, la France, et l'Europe est évidemment séparée en deux dans les années 50 par la guerre froide. Donc c'est sans doute la raison pour laquelle, même si on met beaucoup l'accent sur la physique nucléaire dans les universités européennes dans les années 50, on ne trouve pas cette mémoire, cette place de l'atome comme symbole de la modernité. Alors,
En même temps, dans les années 50, on construit assez peu d'universités en Europe, tout simplement parce que l'effort est marqué par la reconstruction. Il faut donc attendre la fin des années 1950 et les années 60 pour qu'on trouve en Europe des projets équivalents à celui de la Ciudad Universitaria. Alors, ce qui est frappant quand on compare les superficies, c'est que la Ciudad Universitaria de Mexico, qui a plus de 600 hectares, elle n'a pas réellement d'équivalent en France, même si on a de grands campus de 400 hectares à Orléans ou à Toulouse, par exemple. Le seul projet, à ma connaissance, équivalent en France, c'est celui que vous avez sur la gauche de la photographie, c'est-à-dire c'est un plan de ville universitaire qui est dessiné par un architecte français pour le nord de Paris. C'est un projet très ambitieux, c'est un projet qui en fait voulait en même temps mélanger des habitations, des équipements sportifs, culturels, et puis faire que l'université soit totalement intégrée dans la ville. Malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour, contrairement à la Ciudad Universitaria de Mexico. Et à la place, on a eu ce que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire un simple campus de quelques dizaines d'hectares qui s'appelle aujourd'hui Paris Nord Villetaneuse. Ce qui m'a intéressé lors de ma première visite à la Ciudad Universitaria de Mexico, c'est d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire le terme ciudad. Quand je le traduis en français, ciudad, ça veut dire ville universitaire, mais on peut aussi le traduire par cité universitaire. Et la question qu'on s'est posée, et on a débattu pendant quelques jours tous les deux, c'est de savoir si cette ville universitaire était vraiment une ville ou simplement un campus. On a commencé par la visiter un dimanche. Et il se trouve que ce dimanche-là, il y avait un match de football très important entre deux équipes mexicaines. Et j'ai été évidemment surpris de voir le déploiement policier, des policiers sur le pied de guerre avec des boucliers, comme si ils se préparaient une révolution. Et c'est malgré tout, du point de vue simplement urbanistique, un usage intéressant de la cité universitaire, puisque ce stade olympique et universitaire est pratiqué et le campus de l'université est traversé par des groupes populaires. Un peu plus au sud, dans la partie culturelle de la Ciudad Universitaria, on a vu en fait l'importance des équipements culturels qui sont fréquentés par la population de classe moyenne de la ville de Mexico, et notamment cette superbe salle de concert dont Valéria m'a dit qu'elle était la plus importante d'Amérique latine. Je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord avec l'interprétation que j'avais de dire que la Ciudad Universitaria était plutôt un campus exceptionnel plutôt qu'une ville, et je te laisse la parole pour me dire comment tu vois les choses. Yo defendí que es una ciudad universitaria. J'ai défendu que c'est vraiment une ville universitaire qui, lorsqu'on révise les dictionnaires d'architecture, est consignée on y retrouve ville universitaire. Quand on voit à quel moment le dictionnaire de la Real Academia accepte cette entrée de cité universitaire, c'est en 1956. C'est pas un hasard parce que les étudiants sont arrivés en 1954, mais c'est aussi le moment où la cité universitaire de Caracas commence sa fonction. Donc, ça, c'est important parce que ça marque un moment où l'Amérique latine se trouve à la tête de ces nouveaux espaces pour les universitaires. Il s'agit là d'espaces qui ne sont pas uniquement des campus au style anglo-saxon, mais ce qu'on y retrouve, ce qu'il résume, c'est un projet urbain global où on pense comment on doit construire une ville. C'est un microcosmos où l'on pense comment doivent être les rues, comment on doit destiner une surface pour les sports, comment il faut qu'il y ait une relation entre le campus avec la ville elle-même. C'est pour ça que la cité universitaire est traversée par l'avenue Insurgentes, parce que le stade n'est pas quelque chose uniquement pour les universitaires. L'idée est que ceux qui habitent dans la ville aient aussi accès à ces nouveaux espaces. Il y a une idée d'urbanisation dans laquelle le projet de cité universitaire n'est pas seul, mais est accompagné aussi par le projet
Paseos del Pedregal, qui est une zone résidentielle qui se développe aussi à la même époque. L'idée est de déclencher un développement urbain dans la ville. Ici, dans l'échelle de gris, c'est ce qui est en construction dans la cité universitaire. Ce qui est clair, c'est qui existe actuellement. Et l'idée était de développer un espace urbain. L'idée, ce n'est pas uniquement de créer un espace pour la ville. C'est vraiment une cité universitaire qui doit rendre une réalité toute une théorie urbanistique de l'époque. Donc, quand on construit la cité universitaire, on a une urbanisation autour de ce projet. Et en même temps, ce n'est pas uniquement un projet urbain, c'est aussi un projet social. Il ne s'agit pas uniquement d'imaginer la cité, c'est aussi imaginer ce que va faire cette université pour la société. Ça va être une université nouvelle qui déménage, mais en même temps, ça va être une université qui va créer de la nouveauté dans la nation. Ce fresque de Chavez Morado qui se trouve dans l'auditorium des sciences, l'auditorium Antonio Caso qui se trouve au pied de la Tour d'Humanité, est une peinture murale qui peut représenter ce qu'est l'histoire de la cité universitaire et cette idée d'un projet social. Voici la peinture murale au complet et on voit ici un premier segment où ce sont les paysans qui prennent leurs affaires et quittent l'espace parce que ces hectares, 730 hectares, les hectares où se trouve le premier campus universitaire, ce qu'est aujourd'hui un patrimoine de l'humanité, c'était un champ d'agriculteurs, agriculteurs avec lesquels on a dû négocier, exproprier. On leur a promis, eux, qu'ils allaient avoir un espace dans cette nouvelle université. Et ici, on a une vieille dame qui représente cette culture ancienne, comme la culture de Cuicuilco, où elle montre aux nouvelles générations. Il y a ici un enfant qui se trouve sur son giron. L'image suivante, le segment suivant, représente déjà les travailleurs qui sont là sur le terrain de ce que va être la cité universitaire. On souligne la modernité. Le terrain était très dur, ce n'était pas facile de construire là-dessus, il fallait utiliser une nouvelle technologie. On voit aussi le béton qui est considéré aussi à ce moment-là synonyme de modernité. Et ensuite, on nous montre ceux qui peuvent rendre possible ce projet de nation. Ce sont les universitaires, on voit donc des ingénieurs, des architectes dans ce projet de la cité universitaire. Et on voit ici le groupe qui était responsable du projet, Carlos Novoa, qui à ce moment-là était président de la Banque du Mexique. Donc, qui a été mis là par le président pour donner une idée qu'il allait y avoir de l'argent. Et Carlos Novo, qui était le grand organisateur, responsable de la réalisation. Et ici, on a la fin de la peinture murale et on montre l'accélérateur de particules. C'est bien sûr la modernité absolue et on voit un peuple pour lequel on travaille. Este fresco de Chavez nous a vraiment beaucoup intéressé et on a décidé d'y passer quelques minutes avec vous. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette fresque, vous ayez envie d'aller la regarder, même si elle est beaucoup moins célèbre que les fresques de Siqueiros ou les fresques de Ribera qu'on trouve à la Ciudad Universitaria. De mon point de vue, cette fresque participe d'une esthétique qu'on pourrait appeler le réalisme socialiste et qui est très développée en Europe de l'Est en particulier, dans les années 1950. Ce qui est très intéressant, c'est que 64 ans après sa création, cette fresque est encore pour nous très lisible. On comprend bien les symboles des différents groupes sociaux qui sont tous représentés de manière égalitaire, ce qui est un message en soi. Cette œuvre, elle est aussi très différente des œuvres muralistes qu'on trouve dans les musées de Mexico, qui pour certaines sont contemporaines de la création de la Ciudad Universitaria. Elle correspond à une des hypothèses qui a été discutée lors du jury de thèse de Valeria,
à savoir la construction de la Ciudad Universitaria marquerait la fin de la révolution mexicaine et l'entrée dans une époque plus stable dans laquelle le Mexique est plus sûr de son destin. Quelques détails me frappent cependant. Le premier est la présence de la mort dans cette fresque qui nous parle de l'avenir. La mort est présente à travers la vieille femme qui est assise et dont le visage est déjà très très proche d'un masque mortuaire. Cette présence de la mort, elle est très fréquente dans l'art mexicain et au musée d'anthropologie, on trouve des quantités de représentations de la mort qui peuvent avoir inspiré l'artiste. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'est ce groupe transparent sur la fresque. Ce groupe qui évoque un peu des fantômes, peut-être des fantômes du passé, mais dans ce groupe également, on a la colombe de la paix, ici, et cette colombe de la paix, c'est un petit peu le sens de l'avenir de l'université et le sens de l'avenir du Mexique, comme si finalement le développement de l'université allait assurer la paix du Mexique. Et si l'artiste l'a dessiné en transparence, c'est peut-être parce qu'il doutait de la possibilité pour le Mexique d'avoir cette paix, et notamment la paix sociale. Pour un étranger qui débarque à Mexico, comme je l'ai fait il y a 4 jours, ce qui frappe ici, c'est la violence urbaine de la plupart des quartiers, la violence sociale qui est très très présente. Et de ce point de vue-là, l'artiste a peut-être douté lui-même de l'avenir de l'université. La dernière chose qui m'a frappé, c'est l'absence des femmes. En dehors de la vieille femme qui représente peut-être la mort, il n'y a que des hommes sur cette fresque universitaire, que des hommes qui dessinent finalement l'avenir de l'université et l'avenir du pays. Ça me fait penser qu'à la Casa de Mexico à Paris, le bâtiment des femmes fait 3 étages et le bâtiment des hommes 5 étages. Alors fort heureusement, on a trouvé d'autres femmes ailleurs, et dans cette fresque beaucoup plus récente, 1987, de Francisco Pigo, à l'Institut Politécnico Nacional, les femmes sont au contraire très présentes et presque à la même égalité en fait que les hommes. D'une certaine manière, cette fresque, qui est un peu l'écho de la fresque de Morado, dans les années 50, c'est le Mexique d'aujourd'hui, un Mexique qui reconstruit en quelque sorte son histoire universitaire et qui rappelle que l'université n'est pas simplement la réunion du peuple et de l'élite, comme dans les années 50, mais aussi celle des hommes et des femmes. Ce qui est très frappant en tout cas, c'est que l'histoire universitaire, comme l'histoire du Mexique, s'inscrit sur les murs des palais ou les murs des universités. L'imaginaire social du pouvoir mexicain dans les années 50 est donc tout à fait clair et il s'exprime très clairement sur ces murs qu'on a pu analyser avec vous. C'est bien parce que l'université, dans les années 50, incarne un projet de société, le projet de l'avenir de la nation. Ce qui m'interroge, et ce qui nous a interrogés, c'est de savoir si ce projet mexicain, du pouvoir mexicain des années 50, a été accepté par la population et si la population a adhéré à ce projet. Y hay algo interesante que es que la ciudad universitaria. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que la cité universitaire, c'est comme le dernier moment de ce projet révolutionnaire qui est totalement accepté, qui a une forte acceptation auprès de la population. Il ne s'agit pas uniquement d'une bonne négociation avec les paysans, c'est une expropriation qui est faite et qui passe par plusieurs moments, mais bon, on fournit un logement aux paysans et en plus on leur promet un travail à vie pour eux et pour leurs descendants dans l'université. Mais en plus, il y a aussi cette idée que tout ce travail va être en faveur du Mexique. Il y a un consensus social que si l'on soutient la construction de la cité universitaire, ça va être un projet. Bon, ça va être les universitaires travaillant en faveur de la nation. Bueno, es cierto que encontramos en México d'autres objets finalement qui montrent qu'il y a eu certainement une adhésion d'une partie de la population et en tout cas de beaucoup d'étudiants à ce projet universitaire des années 1950. Ce que vous voyez ici, c'est à la faculté de médecine, à l'ancienne faculté de médecine, devenue aujourd'hui un musée. Et on a découvert ce mur qui est tapissé de plaques d'anciens étudiants de médecine qui remercient l'université pour ce qu'elle leur a donné. Ce qui est frappant, vous voyez sur le détail de la plaque qu'on a mis en gros à droite,
c'est qu'il remercie évidemment les enseignants, la faculté de médecine, mais aussi la UNAM, l'université tout entière. Il y a donc un attachement très fort de ces étudiants qui posent ces plaques 40 ans après être passés par l'université à la valeur en fait sociale de l'université. Alors il est vrai que la médecine, c'est peut-être un cas à part dans l'histoire de l'université mexicaine. La construction de la cité universitaire, sa conception en réalité dans les années 30 et 40, va coïncider avec la création de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, dont on fête en ce moment sur l'avenue Reforma les 75 ans, avec une très belle exposition dans la rue d'images anciennes de cette sécurité sociale. Sur les murs, toujours à Reforma, du siège de la sécurité sociale, on peut noter de très belles sculptures comme celle que vous avez sous les yeux, qui s'inspirent évidemment de certaines sculptures aztèques, toltèques, qu'on trouve au musée d'anthropologie tout proche. La sécurité sociale mexicaine, née en 1942, le service médical social que réalisent tous les étudiants qui sortent de la faculté de médecine de la UNAM à la fin de leur formation, et l'université du Mexique dans les années 50 sont, de mon point de vue, des facettes différentes de ce qu'on appelle en Europe le welfare state, l'État-providence, et qui a donc eu ses traductions propres dans le Mexique des années 40 et des années 1950. Pourtant, je crois que les médecins sont un petit peu à part parmi les étudiants, et on peut s'interroger, 10 ans après la création de la UNAM, dans les années 60, sur ce qui se passe dans les universités mexicaines et sur la durée de l'adhésion de la nation à l'idéal universitaire mexicain des années 50. Y un poco lo que, como dijo Débora, Et comme Deborah Dorotinsky l'a dit dans la table sur l'imagination et l'art, il y a un changement radical entre la première moitié du XXe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a aussi un changement dans l'idée du jeune que l'on a. Alors que dans les années 50, les jeunes sont l'espoir du pays dans les années 60. Et bon, ce n'est pas moi qui le dis uniquement, c'est aussi Jaime Pesado. Les jeunes deviennent une menace pour la nation. Ces jeunes qui, en 68, s'organisent et qui cherchent une liberté d'expression et qui veulent une participation politique, ont déjà un gouvernement qui les voit autrement. Une cité universitaire qui, à un moment donné, se propose de recevoir 26 000 étudiants. Dans les années 60, avec le boom démographique, ça avait été construit pour 26 000 étudiants et ça a 86 000 étudiants. C'est-à-dire, ce boom démographique fait que tout d'un coup, les institutions dépassent la capacité conçue à l'origine. On pensait que on allait tarder énormément à avoir une situation de ce genre. Bon, nous sommes allés à Tlatelolco. Ceux qui peuvent raconter, qui peut raconter l'histoire de 68, et bien justement l'université. Claro, On ne pouvait pas en 2018 faire autrement que de s'intéresser à ce qui s'était passé en 1968 au Mexique, en France, mais surtout au Mexique. Ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, c'est vraiment de comprendre l'imaginaire universitaire, mais ce qui se passe à Tlatelolco est évidemment très important et incontournable pour des historiens comme nous. Il se trouve que quand on est allé à Tlatelolco, le musée, qui fait partie de la UNAM, était fermé depuis le récent tremblement de terre de Mexico en octobre dernier. Actuellement, ce musée de Tlatelolco présente une exposition intéressante que vous pouvez aller voir, 1968, El Fuego de las Ideas, voilà, qui en fait présente tout ce qui s'est passé dans le monde en 1968 et qui en fait revisite ces mouvements étudiants des années 60. Mais cette exposition ne nous a pas aidé personnellement à comprendre ce que les étudiants mexicains réclamaient en 1968. Nous avons été très surpris de voir dans les différents campus que nous avons visités depuis quelques jours, de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de slogans à l'intérieur, sur les murs,
dans la faculté des lettres, par exemple, de la UNAM, qui a été récemment repeinte, il n'y a quasiment aucune inscription étudiante réclamant la Révolution, se faisant référence à la Révolution ou même au mouvement de 1968. Ici, on est à l'Institut Polytechnico National et les murs sont complètement barricadés. On a eu beaucoup de mal à rentrer. Vous voyez qu'ils sont surmontés de barbelés. C'est absolument impensable en France qu'une université soit recouverte de barbelés. Et puis, c'est à l'extérieur qu'on voit ce type de slogan qui fait, vous le savez, référence à la disparition des 43 étudiants mexicains en septembre 2014. C'est donc ailleurs qu'il faut essayer de trouver finalement une mémoire étudiante, une revendication étudiante et puis peut-être un écho lointain de ce qui a pu se passer en 1968 et dans les années suivantes. Donc 2 images pour illustrer ça. Tout d'abord sur Reforma où on a beaucoup d'objets, beaucoup d'installations comme celle-ci qui rappellent ce drame des 43 étudiants mexicains. Plus anecdotique sans doute mais intéressant, ce qu'on a pu voir sur Reforma dans les premiers jours qu'on a arpenté cette avenue, ce pochoir, cette inscription sur le socle d'un insurgentes, un Ignacio López Ramón, qui dit, vous le voyez, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais je vais vous le lire, « Revolución en las camas, en las casas y en las plazas ». Ce type de pochoir, qui a dû être installé il y a quelques mois simplement sur Reforma, évoque pour nous tout à fait l'esprit de 1968 et puis le thème de cette nuit des idées, l'imagination au pouvoir. Mais il n'est pas certain que tout ça concerne aujourd'hui l'Université de Mexico. Notre enquête nous a d'ailleurs permis de comprendre que les universités aujourd'hui contrôlent parfaitement leur mémoire et leur histoire, et c'est le dernier thème qu'on voudrait aborder avec vous. En nuestro recorrido no solamente fuimos a ese futuro, a ese imaginario futuro que se ha construido sobre cómo la universidad incide sobre el futuro de la nación, sino que al momento que recorrimos los edificios que actualmente pertenecen a la universidad en el centro es un viaje al pasado y a la vez es un recorrer, y hagan de cuenta que es un entrelazar en donde uno va caminando entre edificios coloniales, donde hay vestigios coloniales, donde hay vestigios de la primera universidad. En el Palacio de Medicina puede uno encontrar este es el interior del Palacio de Medicina, puede encontrar uno una sala donde están no solamente cuadros de los inquisidores, pues fue el Palacio de la Inquisición, sino también cuadros de los rectores de la Real y Pontificia Universidad de México, y son edificios que marcan que ya no tienen ese uso universitario, no es donde se da clases, no es donde hay investigación, muchos de ellos son de ceremonias, son museos, muchos también como el Palacio de la Autonomía están completamente vacíos, ¿no? A uno realmente es algo de sorprender que llegue a ese, pero que entran en esto que platicábamos Loic y yo de esa periodo patrimonial, en donde uno también tiene esta idea de preservar porque eso da identidad y justifica también. Entonces hay esta idea de cuando uno camina por estos edificios es un viaje al pasado en donde no solamente está uno recorriendo la historia de la universidad, sino cómo esta universidad tiene relación con la historia del país. Entonces hay un pasado nacional que también se va imbrincando con el pasado de la nación misma, ¿no? Encuentra uno no solo objetos, está también esta idea de que la universidad escribe su propia historia y fija su propia historia, como dice Loic en sus murales, tiene este retablo que hace referencia a la autonomía universitaria, tiene en el Palacio de Medicina está la sala de rectores, ¿no? Donde está uno en constante relación con la historia de la universidad, que la universidad se cuenta. Y de la misma manera, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional ha creado un espacio exprofeso para contar su historia. Alors, effectivement, la question qu'on s'est posée, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui est devenu cet imaginaire futuriste, modernisateur des années 50, qui a été incarné dans la Ciudad Universitaria et peut-être aussi dans le Polytechnico, qui est créé un peu plus tôt en 1936. Et puis, on a eu du mal finalement à comprendre comment cet imaginaire moderne concernait encore aujourd'hui la UNAM. On trouve plutôt que la UNAM, notamment dans ses
ces immeubles historiques du centre de Mexico, elles se tournent plutôt vers le patrimoine, vers la célébration de l'histoire nationale, plutôt que la célébration de l'idéal moderne. Et c'est donc paradoxalement au nord de Mexico, à l'IPN, qu'on a trouvé finalement la trace d'un imaginaire modernisateur encore très vivant, dans ce bâtiment tout à fait exceptionnel que je pense pas beaucoup d'entre vous connaissent, qui est en fait une sorte de mausolée, on dirait en France un lieu de mémoire, qui en fait incarne l'idéal modernisateur du pays, à l'époque de Cárdenas d'abord, en 1936, quand cet institut polytechnique a été créé. Alors les historiens que nous sommes tous les deux ont été très frappés par la force du projet de mémoire qui s'incarne ici, dans une véritable mise en scène qui serait très très critiquée sans doute en France si on osait faire un musée universitaire de cette manière. La pièce centrale que vous avez ici, qui est une pièce vide en marbre, vous voyez qu'au fond il y a une estrade, elle doit servir à des cérémonies officielles pour cet institut polytechnico. Vous distinguez peut-être difficilement ce qui est écrit au pied de l'estrade en jaune. On n'a pas pu faire ici la mise au point, mais il y a écrit la technique au service de la patrie. Donc un message typique des années 1930, 1950, mais un message qui peut paraître aujourd'hui, en 2018, un petit peu désuet, comme si on croyait encore aujourd'hui au fait que la technique puisse amener le bonheur des populations. Cette mise en scène de l'histoire, on la trouve juste à côté du mausolée, dans un jardin de mémoire, un jardin de sculpture, qui est encadré par 3 personnages monumentaux, sculptés en bronze, donc les personnages qui sont à l'origine de la création de cet institut polytechnico. Et au fond, ici, le personnage de Cárdenas, qui en fait était en fait le personnage le plus important de la création de ce Polytechnico. Quand on rentre dans le mausolée, on a une série de salles qui présentent toute l'histoire de la Polytechnique mexicaine depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Et puis on a même la salle Juan de Dios Batis, qui est une salle en fait qui a récupéré, collectionné et qui présente au public toute une série de documents de ce fondateur de l'Institut national polytechnique. On a donc ce qu'on appelle en histoire un exemple de bâtiment hagiographique, comme s'il fallait faire l'histoire du Polytechnico à travers les grands hommes, les saints, qui ont finalement accompagné cette histoire de la modernité. Et il y a en quelque sorte un vrai paradoxe de voir que c'est à la périphérie, au nord de Mexico, qu'on trouve encore aujourd'hui la trace vivante de cette histoire de la modernité, alors que la Ciudad Universitaria en paraît plutôt aujourd'hui absente. Alors il est vrai, on n'a pas eu le temps de le mettre dans le PowerPoint, qu'à la faculté d'ingénierie de la UNAM, sur la Ciudad Universitaria, on a une exposition actuellement qui en fait ressemble un petit peu à cette mise en scène de la modernité. Bref, ce qu'on voulait dire à travers tout ça, c'est que le patrimoine aujourd'hui, c'est une autre manière de penser l'université mexicaine et une autre manière de penser cet imaginaire mexicain. Les universités publiques de Mexico, pour conclure, ont été donc des supports essentiels de l'imaginaire modernisateur de la nation mexicaine dans les années 1930 à 1950. En gérant leur histoire en ce début du XXIe siècle, on pense que les universités sont devenues aujourd'hui des actrices très importantes de cet imaginaire. On vous remercie.